Maintenant que ce cadre a été posé, je vous propose de rentrer dans des cas concrets de mise en œuvre de projets de digitalisation à travers 4 retours d'expérience d'entreprise. Ils ont accepté de partager avec nous leur vision de l'industrie du futur, ce qui les a poussés à lancer un projet de digitalisation, le projet en question, et les bénéfices qu'ils en retirent aujourd'hui. Alors, nous commençons cette série de témoignages en accueillant Thibaut Von Schammer, directeur général du groupe Devaux. Merci Thibaut. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup Thibaut d'être présent aujourd'hui. Alors, nous connaissons le groupe Devaux. Je ne sais pas. Toi peut-être. Oui, sûrement pour la plupart des personnes présentes ici, et notamment son implication forte sur les thématiques de développement durable. Mais le groupe est également très impliqué depuis quelques années sur le vaste sujet qu'est l'industrie du futur. Avant de nous en dire davantage, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Devaux en quelques mots et nous dire également quelle est votre vision de l'industrie du futur? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Devaux, donc un groupe familial depuis quelques générations, on est implanté dans le bassin entre Lyon et Roanne. Notre siège historique est à Saint-Vincent-de-Rhin, près d'Amplepuis. On a 3 sites industriels importants. Le premier au siège, qui est notre tissage historique, tissage de filtin et de jacquard. Notre deuxième site, TAT Teinture après de la Trambouze, qui est notre site où on fait de la teinture fil, teinture pièce et toute la finition de nos tissus filtins carreaux et jacquard. Et c'est un site qui travaille énormément aussi dans l'éponge, notamment pour le groupe Fromeau Delorme, qui est notre principal client, et puis quelques autres groupes comme le groupe Hermès. Ensuite, nous avons un gros pôle à Villefranche, Teinture Impression de Lyon, donc un site, j'en parlerai beaucoup, on a beaucoup investi ces dernières années justement dans la numérisation de l'industrie. C'est un site d'impression exclusif, impression rotative historiquement, et maintenant nous faisons principalement de l'impression digitale. Et là, on a complètement révolutionné l'usine en 10 ans, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc le groupe a 4 marques commerciales. Je dis toujours, on est un peu comme le groupe PSA. On a 4 marques commerciales qui se complètent et donc Devaux SA, Sprintex, RCA et puis maintenant un petit dernier arrivé en Allemagne qui s'appelle LTP. Voilà. Et ces 4 marques ont des positionnements complètement complémentaires. Pour aller dans le sujet, nous avons orienté le groupe qui fait principalement de l'habillement. Nous l'avons vraiment orienté avec mon épouse depuis une vingtaine d'années sur une haute créativité dans la conception des produits. Et maintenant, depuis, je dirais presque une dizaine d'années, sur la personnalisation à outrance des tissus que nous faisons pour nos clients. Donc, ce qui est assez dur à faire parce que quand vous avez de l'industrie derrière, voilà, il a fallu qu'on organise toute l'industrie autour de cela. Donc aujourd'hui, on est capable de livrer vite un tissu complètement personnalisé n'importe où dans le monde, pour résumer. Voilà. Alors après, si on veut arriver sur le sujet de la digitalisation, c'est un travail de tous les jours. Parce qu'avant tout, une entreprise, c'est des femmes et des hommes qu'il faut fédérer autour d'un projet, qu'il faut faire avancer et qu'il faut aussi faire admettre et faire accepter qu'il y a d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Il faut leur faire apprendre aussi ce qu'est la digitalisation au quotidien. Ce n'est pas juste des grands mots, on n'introduit pas l'intelligence artificielle comme ça dans une entreprise. C'est au quotidien faire progresser les gens dans leur méthode, dans leur façon de travailler. Voilà. Et quels étaient les enjeux pour vous à l'origine? Qu'est-ce qui vous a fait arriver sur ces projets de digitalisation? Alors, on a plusieurs enjeux. C'est assez complet parce qu'on peut parler à la fois de commercialisation et de création et d'industrie. Je commencerai par la commercialisation. C'est vrai que pour nous, les enjeux sont déjà à la conception du produit. Aujourd'hui, ça va vous paraître idiot, mais pas tant que ça. C'est important que de plus en plus, on arrive à ce que
nos collaborateurs se concentrent sur la vraie valeur ajoutée. Et donc nous, la digitalisation a commencé par mettre des outils à disposition, des robots informatiques qui leur permettent de gagner du temps dans leurs tâches de travail, qui leur permettent d'automatiser. Je prends un exemple simple, une créatrice de dessin, elle passait beaucoup de temps avant dans une espèce d'administratif à mettre le dessin au bon format, le recopier dans un format, l'envoyer sur un serveur X. Voilà. Pour tout ça, on a créé avec des sous-traitants des logiciels qui nous permettent, avec des robots, qui nous permettent d'automatiser tout cela à la conception. Quand on parle d'archivage, de communication avec les clients, pareil, il faut savoir, ce n'est pas juste des mails, c'est aussi des documents. Il faut savoir aussi retrouver des documents. Donc, depuis 20 ans, nous, déjà, on numérise nos documents. Et avec ce qu'on appelle des workflows, on arrive, donc c'est un peu de l'IA, on arrive à complètement recevoir nos factures en digital, les orienter vers la bonne personne pour qu'elle puisse la valider, et ensuite, pour la viser ensemble, mais ensuite l'envoyer en comptabilité. Donc tout ça, de plus en plus, est fait d'une manière numérique, avec je dis des robots pour faire simple, mais pour nous aider dans ces tâches qui sont un peu répétitives. Après, en production, on a été obligé d'avancer très vite avec l'impression numérique, parce que l'impression numérique, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle nous limite pratiquement en rien dans la conception et dans la production. On peut faire n'importe quel dessin dans n'importe quelle couleur, n'importe quelle taille, dans n'importe quelle quantité, quoi. Donc tout ça, il faut quand même l'organiser un minimum, pour pas tomber dans une non-productivité. Donc c'est vrai qu'on a introduit, notamment au niveau de TIL, beaucoup de digitalisation. Ce sont des aides à la production. Alors ce sont des aides pour consommer, pour lancer, on parlait de lancer tout à l'heure, la bonne quantité en stock. Nous aussi, vous savez, quand on lance 100 mètres de tissu, on n'a pas forcément 100 mètres à la fin, on a des pertes. Donc on a des outils digitaux, numériques, qui nous aident à appréhender non seulement la quantité qu'on lance, mais qui, en cours de production, nous aident à appréhender les défauts qu'on aura pu créer en cours de production, notamment sur les machines digitales. Maintenant, on est capable de dire, on a lancé 1000 mètres, et sur ces 1000 mètres, au cours de la production, la machine analyse ce qu'elle imprime, et elle est capable de nous dire, vous avez 30 mètres, 50 mètres qui sont à défaut. Donc on est capable d'anticiper tout de suite et rajouter ces fameux 30 mètres en fin de production. Je vous donne des exemples précis, mais il y en a plein d'autres. Il y en a au niveau de la consommation d'énergie. Vous ne savez peut-être pas, mais TIL est la première et seule usine labellisée éco-responsable en France. C'est un label de production qui s'appelle Step by Ecotex. C'est un travail depuis 10 ans également. C'est à la fois un travail sur l'eau, parce qu'il a fallu qu'on se rende autonome dans la gestion de l'eau. Et c'est aussi un gros travail sur les énergies. Pareil, on a travaillé sur nos consommations, c'est le sujet du jour. Quand je vois que le gaz a encore pris 25% hier, et je crois qu'il a pris 500% depuis le début d'année. Voilà, ce sont des sujets vitaux pour nous, qu'on avait déjà anticipés, qu'il faut qu'on continue à faire, pour pareil optimiser nos consommations d'énergie et ne pas allumer des chaudières en pleine puissance, 24 heures sur 24. Donc on essaie vraiment de travailler ces sujets avec des outils digitaux. Voilà. D'accord, donc c'est une démarche que vous avez lancée à peu près il y a une dizaine d'années. Tout à fait. Vous en retirez déjà de nombreux bénéfices de ce qu'on entend. Est-ce qu'il y a eu certains freins qu'il a fallu lever, j'imagine sûrement, au fil de l'eau, au fur et à mesure que vous avez mis en place tous ces projets? C'est-à-dire qu'on a commencé assez tôt et dans notre métier, il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Donc c'est vrai qu'on a essuyé les plâtres, on a appris, notamment les sujets environnementaux avec Veolia, qui lui-même a appris. Il faut savoir que c'est des sujets qui nous ont été amenés par Veolia, mais surtout par des start-up dans lesquelles Veolia avait investi. Donc avec tout ce que cela veut dire, parce que Veolia n'avait pas intégré la technologie, ils apprenaient en même temps que nous. Je cite cet exemple-là. Donc voilà, il faut faire avancer son personnel dans ces démarches-là, avec des choses qui ne marchent pas forcément du premier coup.
Pareil, dans la conception, dans les robots qu'on a mis en place pour les équipes de création. Pareil, tout ne fonctionne pas du premier coup. En plus, vos équipes apprennent la digitalisation. Donc, vous avez le réflexe humain de dire c'était mieux hier, c'était mieux avant, c'était plus simple, c'était plus efficace. C'est vrai qu'au début, vous perdez du temps, vous allez moins vite, et puis au fur et à mesure, vous avez des gains. On a beaucoup travaillé aussi, alors le Covid a accéléré, on a beaucoup travaillé sur la commercialisation de nos tissus. Aujourd'hui, on a des outils, alors on peut parler de Marketplace, qui est un exemple chez Première Vision, où on n'est pas du tout abouti, mais sur lequel on a beaucoup travaillé le sujet avec Frédéric avec Première Vision. Mais demain, avec en plus le home office, avec les changements de méthode de travail, on sera obligé d'apprendre à commercialiser nos tissus, en partie, au moins pour dégrossir, avec la digitalisation. Donc ça, on a commencé à le faire. On est agréablement surpris. Mais la digitalisation, ce n'est pas une réunion Zoom dans laquelle vous avez un échantillon de tissu que vous bougez forcément et que votre client, au bout de 3 minutes, il a mal à la tête, il a le vertige. Voilà. Nous, on a organisé la digitalisation avec un outil, un programme qu'on a développé qui nous aide à catégoriser nos gammes, qui nous aide d'abord les a numérisées, premièrement, après on les a catégorisées, ce qui fait qu'on est capable de créer des paniers, des ensembles de produits qu'on envoie à nos clients. On est capable d'envoyer des newsletters. On a travaillé avec Créatech à Rouen pour faire des présentations en 3D. Alors, on n'est pas en train de vouloir faire des vêtements à la place de nos clients, mais on essaye de faire bouger nos tissus pour montrer une certaine fluidité ou une certaine contexture. Donc, on travaille beaucoup ces sujets-là. On a parfaitement conscience que ça ne sera pas une finalité. On l'a vu avec Première Vision il y a 15 jours, que le fait de se retrouver, même ici aujourd'hui, on est content de se retrouver. Et je pense que ça sera encore le corps, mais on pourra dégrossir en somme avec nos clients qui sont loin et préparer nos rendez-vous à l'avance, plutôt que d'arriver avec 4 valises sans savoir ce que le client recherche. Aujourd'hui, on sera capable d'anticiper et préparer nos rendez-vous. Donc tous les process de digitalisation que vous avez mis en place touchent finalement la quasi-totalité des services clés de l'entreprise. On a parlé de la production, on a parlé des processus de création, de la mise en valeur de vos créations auprès de vos clients. Donc c'est extrêmement large. Tout le monde. Tout le monde. C'est important. Ouais. Et donc en termes de bénéfices, vous disiez donc le gain de temps. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, l'amélioration des contacts à distance avec vos clients. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que vous retirez aujourd'hui déjà? Une première satisfaction, c'est de faire avancer nos équipes et que leur travail au quotidien soit le plus gratifiant possible et qui nous amène le plus de valeur ajoutée possible. On essaye d'éliminer toutes les tâches répétitives, fastidieuses. Voilà. Deuxièmement, c'est vrai qu'on essaie de le faire avec tout le monde. Il n'y a pas d'exclus. Alors, chacun a son niveau de progrès. Mais même la personne qui, chez nous, gère le stock d'échantillonnage, ça fait longtemps qu'elle a des codes barres ou maintenant des codes barres, qu'elle rentre ses pièces, qu'elle gère son stock, elle sait où chaque pièce est. Donc, ça c'est des choses qu'on a tout de suite fait au quotidien. Et je pense que la digitalisation, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. On n'impose pas un logiciel ou on n'impose pas une façon de travailler du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait au quotidien. Et je pense qu'il faut démarrer peut-être par des petites choses, mais qui font que la personne, vous la faites progresser au quotidien. Des petites choses et mettre l'humain au centre, comme on le disait, tout à l'heure. Rien ne se fait sans l'humain. Dernière question, est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils à donner à des entreprises qui souhaiteraient soit se lancer sur ces thématiques, soit accentuer leur process de digitalisation? C'est un peu ce que je viens de dire, c'est d'abord n'exclure personne. Parce qu'après, vous créez deux populations et à mon sens, je pense qu'une entreprise, c'est un ensemble de femmes et d'hommes et il faut que l'ensemble de la communauté... vous avez une population qui a en moyenne plus de 40 ans, ce n'est pas une évidence née. Nous, en plus, on ne travaille pas forcément en mode projet, comme ça peut être le cas de certains métiers. Donc, on essaye petit à petit d'introduire ces outils qu'on a introduits, je crois, depuis 3 ans déjà. Alors, tout le monde ne s'en sert pas parfaitement, mais... ça donne une culture, les gens voient les projets, ça nous oblige à communiquer en interne. Voilà, donc les gens avancent à différentes vitesses, mais au moins tout le monde avance.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage très riche. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a un bel exemple de différents projets de digitalisation. Il y a encore du chemin à faire. Hein. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore pas mal de projets. En tout cas, les idées sont là. Les idées sont là. Merci beaucoup Thibaut. Merci. Société Scholtes de fabrication mène également des projets en lien avec l'industrie du futur, au travers notamment d'un projet collaboratif que M. Veriel va nous présenter aujourd'hui, qui est le projet InnoFab Mode, dans lequel LCF est impliqué. Voilà, donc là, on va être sur des projets d'automatisation, notamment. Automatisation, numérisation des flux, mission d'amélioration continue, donc lean management qu'on a vu tout à l'heure avec Vincent et Emmanuel, donc dans le cadre du projet InnoFab Mode. Nous sommes tresseurs, tisseurs et tricoteurs en petite largeur, donc nous sommes basés dans l'ouest de la France. Nous travaillons que les textiles étroits, hein, petite largeur, ça veut dire qu'on compte en millimètres. Et nos marchés sont principalement sur la mode, aussi bien sur le sac, la chaussure, le vêtement, que les marchés techniques. Les produits sont des cordons, des cordes, des lacets, des galons, des sangles, des passepoils, des carrés, des festons, des soutaches, et puis la dentelle au fuseau mécanique, la petite dentelle. On travaille que sur mesure, sur la base de 10 000 références. Je pense qu'il y en a plus maintenant, parce qu'on en crée tous les jours. 2400 couleurs réparties sur... j'ai mis 80 matières, il y en a peut-être bien pas loin d'une centaine avec toutes les matières sustainable qu'on a ajoutées depuis 10 ans. Et un gros parc de machines, puisqu'il y en a 2000. Et donc, on va beaucoup fonctionner. Alors, évidemment, chaque marché a son service, mais j'insiste sur celui de la mode où... on a eu une très forte croissance depuis des années, mais on fonctionne énormément sur le sur-mesure, sans minimum, rapidement. Et depuis, on a aussi maintenant une offre sur stock. Et on va voir que ce projet de l'usine 4.0 a beaucoup aidé sur ce marché de la mode à contribuer à cette croissance en fiabilisant en quelque sorte ce service que je viens de vous décrire. Alors, on a depuis peu un atelier boutique à Paris qui est ouvert aux particuliers. Je vous ai même mis le site. Et aussi depuis peu une marque en B2C d'objets design. Alors, je vous parle de tout ça parce que, en quelque sorte, on voit que le 4.0 peut aussi arriver à une digitalisation d'un industriel comme nous qui arrive à accéder à des marchés comme les particuliers sur lesquels on n'avait pas accès. Voilà. Vous pouvez passer à la page d'après. Merci beaucoup. Alors, le projet InnoFab Mode a été lancé en 2018. C'est un projet qui est initié par notre groupement qui s'appelle Mode Grand Ouest. Donc, c'est un groupement professionnel qui est affilié à plusieurs fédérations nationales. Hein. En gros, dans le groupement, vous avez 80... Hop, oui, parfait. 80 façonniers, vous avez des fabricants de chaussures et de sacs, et quelques industriels textiles affiliés à l'Union des industries textiles. On avait un comité innovation, et dans ce comité innovation, on est arrivé à cette idée de ce projet Usine 4.0 que l'on a lancé au début par nous-mêmes. On avait voulu monter... Alors, je vous raconte ça parce que c'est un petit peu l'expérience qui nous a fait perdre beaucoup de temps. On a beaucoup galéré à savoir comment on pouvait packager, monter ce projet. Je sais qu'à l'époque, Corinne Farras, qui dirige Tectera, était venue nous voir, s'était déplacée dans l'Ouest, et on avait un petit peu, nous, on avait un petit peu notre maturité à se faire sur un gros projet innovant comme ça. Un gros projet innovant, parce qu'on est à plusieurs millions d'euros de budget, sur les 7 entreprises qui constituent ce que j'appelle le G7, c'est-à-dire le comité de pilotage du projet. On est 6 façonniers dedans, et puis nous qui sommes donc quelqu'un qui achète du fil et qui produit. Hein, les façonniers, vous savez qu'ils n'achètent pas de matière, ils reçoivent la matière et ils montent les vêtements pour le compte des marques. L'IFTH est notre centre technique national, comme vous le savez, et est en quelque sorte le maître d'œuvre du projet. Le financement est par l'Europe et la région Pays de Loire. Région Pays de Loire étant assez présent puisqu'on a un comité de pilotage sur le projet. Donc le projet
effectivement, je vous dis 2018, 2014, c'est le début de la réflexion. 2018, c'est le début d'InnoFaMod en tant que tel avec l'IFTH et sur un format de FEDER, Fonds européen de développement économique régional, c'est-à-dire ce fameux financement région Europe. Alors, je vais peut-être vous dire un peu plus personnellement, moi, ce qui m'a amené là-dedans. Personnellement, au niveau de SCF, c'est qu'on a ce service, si vous voulez, comme je vous ai dit, où on fait actuellement 150 commandes de quelques mètres sur mesure. C'est-à-dire que l'on va recevoir une commande de 3 mètres de sang ou d'une paire de lacets. On va monter les métiers, on va tout faire de bout en bout et livrer le client. Et généralement en 5 jours ouvrés. C'est-à-dire quelque chose qui arrive le mardi par le mardi suivant. Et ça a mis plus de 10 ans à le mettre en place, en élaguant la forêt, en enlevant les arbres qui cachaient le problème, et puis en mettant tout ça en place. Donc un travail titanesque. Et très vite, on a eu la conviction, 2014, que des éléments de numérisation de l'usine et d'automatisation de certains processus nous aideraient encore plus. Donc il y avait une conviction personnelle. On entend souvent dire des chefs d'entreprise disant si on veut garder les jeunes, il faut que ça fasse un peu plus moderne, notre truc plein de fils là. Et c'est vrai qu'il y avait cette conviction. Il y avait la conviction aussi que ça nous aiderait sur fiabiliser ce service client. Et du coup, moi j'avais vachement envie d'y aller. À l'époque, j'étais vraiment paumé sur tous les dispositifs d'aide. Je ne savais pas trop comment aborder le sujet. Et que quand MGO, donc moi de Grand Ouest, que je vous ai décrit tout à l'heure, nous a dit on fait quelque chose de collectif, je me suis dit, allez, go, on y va. Et voilà pourquoi on a lancé le projet. Vous pouvez passer de page. Alors, tout de suite, il a fallu se mettre en mesure des enjeux. Je pense que les enjeux étaient déterminés tout de suite dès le début, mais c'est très difficile de les transformer en objectifs. Je vous en parlerai tout à l'heure, notamment avec des ROI sur un projet d'innovation 4.0. Ça existe, plein de gens le font. Je dois avouer qu'on a un peu à choper là-dessus. Mais au moins, on avait des enjeux. Alors, ça peut vous paraître étonnant que le premier ne soit pas productivité. Je ne l'ai même quasiment pas mis. Enfin, si, je l'ai mis, mais un peu après. Mais le premier, c'était un aspect sur le risque au travail parce qu'on a beaucoup de vieilles machines. Je vous ai parlé de 2000 machines. Dans les 2000 machines, il y a quasiment pour la moitié un parc qui date de 1830-1900. Donc, c'est en bois, c'est mené par un menard. Et on avait sans arrêt, nous, au sein d'un comité de sécurité, au sein de l'usine, des questions. Et on s'est très vite aperçu que l'usine 4.0 apportait des solutions souvent parce que des vieilles machines comme ça, c'est impossible à caréner. Je vous ai mis une photo en haut à droite. En bas, vous avez un métier à tisser. Bon, tout le monde connaît les métiers à tisser textile et 3, je pense. Et tout ça, c'est très dur à caréner, mais on voit qu'avec des capteurs, des choses, on peut éloigner la main un peu plus des métiers, au moins sur une partie du processus. Il y avait après, effectivement, la nécessité sur des marchés de grosses quantités, cette fois-ci, d'améliorer la productivité. Par conséquence, de baisser le coût de revient, c'est complètement lié. Et en parallèle, depuis, on a été labellisé France Relance sur un projet qui vise à ramener des productions de confrères étrangers, donc en France, vis-à-vis de partenaires, de clients français qui voudraient que ça soit ramené en France. Mais on ne passait pas en coût de revient. On s'aperçoit qu'en automatisant le process, on arrive à atteindre les bons coûts de revient. Donc là, on voit que ce sont des projets qui peuvent, au-delà de nous, d'augmenter nos marges, de même de ramener du business. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, dernier point que je vous ai mis, alors l'information montante et descendante, on a numérisé beaucoup de choses depuis. Et on s'aperçoit que quand même dans l'usine, on a beaucoup de papier. Alors en descendant, il y a les ordres de fabrication, il y a évidemment les fiches de production. Et en remontée, il y a l'état des productions. Et toute l'idée que je me faisais, c'était de me dire, alors déjà au magasin, comment on peut numériser les entrées-sorties de fil sans ressaisir après. Et comment à l'usine, on peut être informé sur les étapes de production où est une commande. Et donc, ça, c'est toute l'ambition de la numérisation. Au-delà de l'automatisation, il y a la numérisation. Après, l'usine 4.0 nous amène aussi des possibilités de nouveaux produits, ce que je mettais à la finale. Alors, les grands sujets, on peut passer la page parce qu'on va les redescendre. Alors, je vous l'ai dit, bon, effectivement, l'automatisation, numérisation,
Vous avez effectivement tout ce qui touche à l'accompagnement du changement, et on verra que c'est quasiment l'essentiel, les conditions de travail, et je vous ai mis un sujet un peu particulier qui n'est pas un sujet d'usine 4.0, mais qui a un enjeu pour que l'usine 4.0 avance, qui est la gestion de projet. Donc effectivement, sur l'automatisation, je vois un petit peu. Voilà, il faut soigner la machine pour que la machine avance. Non, vous avez été trop vite. Remettez-moi la page. Merci. Bon. Effectivement, on avait là pas mal de projets. Je repasse hein, sur augmenter la productivité, diminuer la pénibilité, garantir la sécurité. On retrouve les mêmes sujets qu'on a déclinés dans les enjeux. On retrouve ces enjeux-là. Et là, plus précisément, on avait tout un sujet sur la détection de défauts. On sort à peu près 23 millions de mètres par an. Et sur les grosses productions, la détection de défauts est un enjeu. Alors évidemment, les petites productions, je vous disais, il y en a à peu près 150 de moins de 100 mètres par semaine. Celle-ci, c'est moins compliqué. On peut très bien... je ne suis pas sûr qu'un process automatique va beaucoup apporter. Par contre, dès lors qu'on a une commande qui dépasse 2000-3000 mètres, ça devient très intéressant d'avoir des outils de contrôle de qualité. Nos systèmes de conditionnement sont très très rapides et on n'a pas trouvé dans le marché des systèmes de détection de défauts efficaces. Donc là, il y avait un vrai enjeu de recherche. Et si on va sur un FEDER, il faut de la recherche, il faut vraiment trouver une solution sur quelque chose qui n'existe pas. Et c'est là-dessus qu'on est allé. On a eu un sujet aussi sur de la pose d'embout métallique, qu'on appelle des feuillards automatiques, parce qu'actuellement on les pose à la main. Le sujet du galettage automatique, ça existe, mais là c'est la détection de défauts. Un sujet sur des fabrications de poignées, de pièces en automatique. Bon, là c'est un robot, hein, enfin, ou un automate si vous voulez. Des nouvelles finitions de cordons, dont d'ailleurs un travail sur l'impression 3D, où là on est en plein test là-dessus. Alors actuellement, l'avancée, vous voyez, c'est pas très excitant. Si je puis dire, c'est que tout est engagé, toutes les machines sont commandées. Et on a un phénomène de bouchon sur les livraisons, qui est très propre à des gros projets comme ça. Il y en a une de livrée, et puis les autres qui sont en cours de livraison actuellement. Voilà sur ce premier sujet. Le deuxième, alors, vous avez tous dû voir déjà ces schémas, mais l'enjeu de la numérisation, en quelque sorte, c'est d'installer un outil qu'on appelle le MES, qui va venir récolter via des capteurs dans l'usine des informations, et qui va aussi se brancher à votre outil informatique, donc votre ERP. Nous, on a Silog, pour renvoyer des informations. Donc, on va en recevoir, mais en envoyer. Donc, vous avez une tablette en bas à droite, sur laquelle on va envoyer des informations, typiquement les fiches de fab, les ordres de fabrication, qui vont donc être numérisés maintenant. Et en retour, on va remonter un certain nombre d'informations vers des capteurs, mais aussi des douchettes. Alors, je m'attarde sur les douchettes, c'est ce qui est le plus avancé. Toutes les entrées sorties du magasin jusqu'à maintenant, on avait un système de saisie manuelle. Et donc maintenant, avec des douchettes et des codes barres, on va en quelque sorte automatiser ça. Donc il faut des balances qui sont connectées, et ça, il faut les trouver. Ça a été déjà un enjeu. Il faut mettre des codes barres partout sur les cartons. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de 2400 couleurs qu'on avait, donc c'est déjà 2400 références de fil, mais après il y a aussi les embouts et tout ça, donc on doit monter à pas loin de 3000, il va falloir tout étiqueter, ça on n'y est pas encore, on a déjà automatisé l'inventaire, c'est déjà pas mal, et là on va commencer maintenant à passer à la phase d'après. Il va falloir organiser des task force, donc on voit que l'usine 4.0, à un bout d'un moment c'est laborieux, hein. Il y a des task force avec 10 personnes pour éditer des codes barres et les mettre sur des cartons. Voilà, mais c'est de l'usine 4.0. Alors, numériser, bon, bah, je vous ai déjà expliqué hein, pourquoi. Hein, c'est parce qu'on veut fluidifier l'information. Hein, c'est surtout ça l'enjeu. Fiabiliser l'information descente et créer un flux montant qui n'existait quasiment pas, hein, puisque nous, l'OF, il était ouvert et fermé. Et là, on va avoir un statut de l'OF entre le moment où il est ouvert et fermé. Voilà. Alors, l'avancée, 50% magasin. Et puis, sur la partie usine, sur les OF, on n'est qu'à 10%. Ils redescendent d'informations. Le MES est développé. J'exagère peut-être 10%, on est un peu plus. Mais les tablettes sont achetées, mais rien n'est fait autrement. Tout est à faire, si je puis dire. Alors, ça peut aller assez vite après. Hein. Autant la partie magasin, on rentre dans la partie laborieuse, autant sur le reste, il n'y a pas de code barre à mettre partout, ça peut aller assez vite.
Voilà là-dessus. Alors, l'accompagnement au changement, je vous ai dit que en quantité de travail, c'est sans doute pas l'essentiel. En impact, c'est l'essentiel. Si vous voulez qu'une usine 4.0 fonctionne, il faut énormément changer les mentalités. On l'a vu chez nous. Alors, c'est vrai qu'on faisait du lean management depuis 10 ans. On est en train de former quelqu'un à la Black Belt. Et là, on a été accompagné par un cabinet qui s'appelle POP, qui est basé à Nantes et puis Bordeaux. Et on a lancé un certain nombre de sujets. Alors, le Lean, c'est une boîte à outils. Et c'est indispensable derrière pour que la numérisation et l'automatisation fonctionnent. Parce qu'on va donner une autre culture aux gens, qui est une culture en quelque sorte de dire chouette, il y a un problème, ça va permettre de nous améliorer. Alors tout ça, ça passe, je ne vais pas le faire dans l'ordre exactement où je vous l'ai mis, mais ça passe par le management visuel. Le management visuel, ça veut dire qu'on a mis en place des points 5 sans management, où le matin, les ouvrières par atelier, on a 5 ateliers, sont devant un tableau où vous avez, première question, donc c'est des émotifs, des choses comme ça sur la sécurité, la bonne humeur, vous avez des choses sur les non-conformités, puis après des indicateurs propres. Il y a peu d'indicateurs, 5 par atelier, 6 quelquefois. Et eux vont, en 5 minutes, échanger sur les problèmes de la veille. Donc ça, c'est les motifs bonne humeur, échanger s'il y a eu un problème de qualité, un problème de sécurité, et planifier leur journée sur un système très simple. Et quand ils remontent une amélioration, c'est-à-dire une non-conformité, un problème qu'ils n'ont pas su résoudre, ça passe en point 15. Donc là, il y a le management, il y a un représentant donc, du point 5 qui va. Et puis 2 fois par semaine, alors ça c'est tous les jours les points 5 et 15, et 2 fois par semaine, le comité de direction, maintenant, c'est un point 30, debout, pareil, devant des indicateurs. Donc toute l'idée, c'est de remonter des améliorations et de les transformer en projets, si c'est un gros sujet, pour fluidifier, pour améliorer tout le temps notre process. Alors ça, c'est essentiel, c'est le management visuel. Alors value stream mapping, tout ce qui est SMED, tout ça, c'est des vraies techniques sur les process. Ça aide beaucoup pour analyser un moment, par exemple, le SMED, on va travailler sur les changements de série. Là, on l'a fait au tissage, par exemple. Parce qu'un métier à tisser, si vous voulez, qui ne tourne pas, bah, c'est un peu embêtant. Donc, on essaie d'optimiser le temps où il ne tourne pas. On a travaillé sur les défauts tech. Le pic P2P, je m'attarde 2 minutes aussi, c'est très intéressant. C'est tout un process qui est 2 fois par an où on va redescendre toute la structure des commandes produits clients. Et on va traiter des sujets aussi bien d'investissement, donc c'est plus lourd. Et c'est une analyse qui est plus longue, et c'est 2 fois par an, et donc ça demande à être structuré. 5S, vous connaissez tous, hein, c'est 5 mots japonais qui sont triés, rangés, nettoyés, standardisés, respectés. Là, on l'a beaucoup fait sur l'atelier de finition, et ça change complètement la physionomie d'un atelier. On a du mal à croire qu'à un moment, une usine textile puisse ressembler un peu plus à un atelier automobile ou un atelier de chez Thales ou de la construction aéronautique, quoi. Et ça, c'est très puissant comme outil. Et c'est d'autant plus puissant où là, c'est les opérationnels vraiment qu'on forme et on apprend à mener et à s'auto-auditer. Moins le management intervient, mieux ça se passe, toute cette partie-ci. Voilà, alors ça, c'est un gros enjeu. La mission a duré 1 an et demi, elle est terminée. Et là, on la continue, comme je vous disais, en formant une personne en interne à la Black Belt. Conditions de travail. Alors, ça, c'est un sujet qui a été assez compliqué. C'est pas anodin de mettre un psy pendant 6 mois dans une usine. On était parti, nous, sur un sujet qui touchait beaucoup. Je prends de l'âge, moi, ça se voit pas, je sais. Mais bon, qui était toute l'histoire de la salle de. Alors, c'était pas salle de repos au début, c'était carrément une salle de. C'était une salle de sommeil quasiment. Le premier brainstorming a été une catastrophe parce qu'ils sont revenus en disant de toute façon, nous, on n'aime pas prendre de pause, on aime bien bosser. C'est la mentalité Ouest, donc voilà. Bon, c'était mal barré, quoi. Et puis, on a refait des brainstorming, on a recalé le sujet. On a pas mal travaillé aussi sur des capteurs de chaleur, de vent. Donc, on a trouvé notre psy qui s'est transformé en Robocop avec des capteurs partout, qui est allé passer des journées dans l'usine. On a fait un questionnaire qualité du travail avec le personnel qui a donné pas mal de résultats. Bref, on est sorti avec 30 actions qu'on a planifiées dans le temps. Vous êtes allé trop vite. Ah non, si c'est en bas. Pardon, désolé, j'ai rien dit. Et donc, du coup, on est aussi bien sur des actions assez globales, générales, des choses tout simples. Pour le Covid, on avait annoncé qu'on arrêtait les pots, on les a réactivés.
moi, j'avais pris l'habitude à une époque de parler collectivement à tout le monde, je ne le faisais plus trop. Et puis du coup, parce que c'est très frustrant quand on fait cet exercice, vous avez peu de retours, les gens n'interviennent pas. Et donc du coup, je m'aperçois que c'était en fait important, ils me demandent de le réactiver. Plus communiquer en information décente au niveau des points 30, donc du management vers le bas. Bref, on s'aperçoit qu'il y a une grosse demande des gens, alors qu'ils ne vous font pas de retour quand vous le faites, sur de l'information descendante. Et donc, ça, c'est une des principales actions dans les 30, sur plusieurs formes. Alors, je voulais vous parler de ça parce que ce n'est pas de l'usine 4.0, mais on s'aperçoit que le projet usine 4.0 fonctionne. Je vous le rappelle, si on a réussi à faire de la gestion du changement en accompagnant les opérateurs. Et 2, il y a un gros enjeu de coordination de projet. Ça s'est assez mal passé avec le Centre technique national au début parce qu'ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas gérer un projet, que ce n'était pas leur boulot, qu'ils savaient faire de la recherche. Et il a fallu quasiment 1 an pour leur faire comprendre que si on n'avait pas une équipe, en gros, de consultants de base qui font du planning et qui organisent les choses, ça ne marcherait pas. Et c'est vrai que depuis que l'IFTH a mis ça en place, ça roule très bien. Et je dois d'ailleurs leur tirer mon chapeau parce que, perso, moi, je trouve que ça marche beaucoup mieux. On a soit pris un gros retard, mais voilà, maintenant, on est dans les clous sur le planning révisé après ce retard. Et quand il y a des retards, c'est des choses, ils ne peuvent pas grand-chose. C'est un fournisseur qui nous plante, c'est des choses comme ça. Ou tout simplement, on est en innovation. Et de temps en temps, il faut admettre qu'on n'arrive pas à trouver. Voilà. On fait une recherche, ouais, ça n'aboutit pas. Et du coup, faut du monde pour coordonner. Et ça, si nous, on est pilote, une entreprise, et qu'on est sur un gros projet collaboratif comme ça, ou une usine 4.0, c'est forcément un gros projet. Il faut tout de suite vous dire, mettez de l'argent dans une personne pour coordonner, parce que autrement, ça ne marchera pas. Suivre les réunions, les convoquer, faire des ordres du jour, pointer les plannings. Nous, on fait ça très simple maintenant. On a un Excel, on n'a même pas fait de perte ou des trucs comme ça élaborés avec les actions. On pointe les actions de la semaine. Ça dure une demi-heure tous les jeudis. Et puis, dès qu'il y a un sujet qui accroche techniquement, on reprogramme une réunion technique séparée qu'avec les personnes concernées. Comité de pilotage, on ne perd pas de temps à aller à droite à gauche. On a l'outil aussi des choses selon des priorités. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais rêvé, moi, de répondre à ma vraie question chez d'entreprise. J'ai envie de dire, on a foutu 400 000 euros sur le projet, combien ça fait gagner en productivité, donc le ROI du projet. Et on n'a jamais réussi, c'est là où on n'est pas très bon par rapport à des gens de l'automobile, etc., à sortir un vrai ROI du projet ou des vrais ROI par lot du projet. Voilà. Et c'est un petit peu ma frustration. Conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long. Reste beaucoup à faire. Hein. Le projet va durer encore jusqu'à l'été de l'année prochaine. Sur l'automatisation, on a un automate qui devait arriver cette semaine. Hein. Le principal est des systèmes de détection de défauts. On a un système de détection de défauts qui est 3.0 et puis un 4.0. Le 4.0, on ne sait pas s'il va marcher. Mais bon, on est assez excité à l'arrivée de tout ça. Je pense que ça va nous mener jusqu'à début d'année prochaine. L'automate sur les poignées doit arriver là, aussi dans les 15 jours. Le fournisseur a un test technique, ça semble plutôt prometteur. Tout ce qui est de la pose d'embout automatique, on a validé les premiers tests, c'est installé ici. Maintenant, on doit faire des tests de production. Et ça, c'est un vrai enjeu. Sur les nouveaux embouts aussi, on est en test de production. La numérisation, je vous ai un petit peu fait le bilan tout à l'heure. On va vraiment prioriser la partie magasin, parce qu'on sait déjà que ça va faire gagner l'ETP. Et puis après, bosser sur le reste. Accompagnement changement, mission terminée. Je dis, on forme quelqu'un maintenant pour intégrer la compétence en interne, parce que c'est un sujet qui est permanent. Je vous dis, ça fait 10 ans qu'on est en ligne, et dans 10 ans, on y sera encore. Il y aura toujours des améliorations. Et puis, conditions de travail, maintenant, c'est vraiment du pilotage des actions. Pour vous donner une idée, là, cette semaine, j'étais en train d'essayer de trouver quelqu'un qui puisse prendre des palettes cassées, les recycler pour fabriquer cette salle de pause en mode yourte dans le jardin, qu'on a un jardin à l'usine. Voilà, merci de votre attention, j'espère que j'ai été clair. Et puis s'il y a des questions, je vais ouvrir le chat, je vois qu'il y a un message. N'hésitez pas à me les poser. On ne vous entend pas.
Merci beaucoup. Ah, voilà. Merci beaucoup Olivier. Alors on va prendre quelques questions après, à la fin des interventions. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc on voit comme sur le témoignage précédent comment une entreprise est partie d'une conviction personnelle d'un dirigeant pour répondre à différents enjeux, que ce soit la diminution des risques au travail, l'augmentation de la productivité, la baisse du coût de revient. On a beaucoup parlé aussi d'accompagnement au changement. Merci beaucoup encore Olivier. Alors, on va passer à notre troisième retour d'expérience. Troisième témoignage de ce matin sur un projet stratégique de réindustrialisation de la production de chaussures de sport made in France via le projet ASF 4.0. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Julien Dickert du Chamatex Group. Bonjour. Merci. Je vous laisse vous installer. Bonjour et merci beaucoup de vous être rendu disponible aujourd'hui. Merci beaucoup d'être présent. Donc vous représentez Chamatex Group en tant que directeur général. Est-ce que vous pourriez, avant de rentrer dans le vif du sujet d'ASF 4.0, nous dire quelques mots sur Chamatex Group et partager avec nous votre vision de l'industrie du futur? Alors, Chamatex Group aujourd'hui, c'est un groupe qui rassemble à peu près 200 personnes. Sur 6 sites de production pour une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe, historiquement, est spécialisé dans la production de textiles, donc vend du textile en rouleau. Et depuis quelques années, je ne sais pas s'il y a les slides qui arrivent, depuis quelques années, en fait, on a une stratégie qu'on appelle du fil au produit. Donc en fait, un rapprochement progressif de Chamatex, des clients finaux. Et cette stratégie en fait nous a conduit à investir dans plusieurs projets d'assemblage de nos textiles pour produire des produits finis. Et un de ces projets d'assemblage de produits finis est ASF 4.0 et c'est dans la chaussure de sport. La présentation, normalement, devrait être arrivée. Bon, on va enchaîner. C'est pas de l'industrie 4.0. Non, c'est toujours les aléas du direct. Donc depuis quelque temps, vous faites le buzz sur les réseaux professionnels avec l'ouverture de l'ASF 4.0. Donc si la technique veut bien nous aider, on vous montrera le film de présentation d'ASF 4.0. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avant qu'on lance ce petit film? Oui, donc ASF 4.0, c'est un projet collaboratif qui a réuni plusieurs acteurs. Au premier chef, donc, le groupe Chamatex, évidemment, qui est le leader de ce projet et actionnaire majoritaire de la société ASF 4.0. Initialement, donc, c'est une rencontre entre Chamatex Group, entre le groupe Zebra, qui est un spécialiste de l'innovation qui est bien connu dans la région lyonnaise, et le groupe Siemens. Le groupe Siemens, qui est très spécialisé, comme vous le savez tous, en aéronautique, automobile, électronique, agroalimentaire, est à la recherche en fait de diversification. Et une des pistes de diversification que eux avaient identifiées, c'était l'industrie très manuelle du footwear. Aujourd'hui, c'est une industrie qui est localisée à 80% en Asie du Sud-Est, principalement en Chine. Et depuis quelques années, en fait, il y a eu une grosse évolution avec un passage de Chine au Vietnam. Et aujourd'hui, je crois que 46% de la production de chaussures de sport est localisée au Vietnam. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une industrie qui est extrêmement manuelle, avec des usines qui rassemblent plusieurs dizaines, parfois de milliers d'ouvriers, avec des problématiques, donc, premièrement, de transport. Donc, on a des centres de production qui sont localisés en Asie du Sud-Est, on a des centres de développement qui sont plutôt localisés en Europe ou aux États-Unis, et on a des marchés des consommateurs finaux qui sont localisés en Europe ou aux États-Unis. Donc on a un éloignement en fait entre le développement et la production qui conduit à un temps de développement et à un temps d'industrialisation d'une paire de chaussures qui est aujourd'hui entre 18 et 24 mois. Donc pour développer une chaussure, vous mettez entre 18 et 24 mois.
Donc l'objectif de ce projet tel qu'au départ on l'a posé, c'est de rapprocher en fait le centre de développement du centre de production. Et pour cela, en fait, on a besoin d'une industrie qui est automatisée, on a besoin de l'industrie 4.0, puisqu'on est sur quand même un produit qui coûte aujourd'hui à produire entre 20 et 30 euros en Asie du Sud-Est. Et pour être compétitif, on ne peut pas embaucher comme sur une ligne aujourd'hui au Vietnam où il y a 300 personnes pour 500 000 paires par an. On ne peut pas embaucher 300 personnes en France pour faire la même chose. Donc il fallait un peu repenser le modèle. Pour repenser le modèle, il fallait repenser la conception de la chaussure et mettre en place des outils de pilotage, de supervision de l'usine. Donc Chamatex, Zebra, Siemens, et le quatrième partenaire qui a été très important en fait dans ce projet, c'est le groupe Salomon. Le groupe Salomon, très rapidement, à partir de septembre 2019, en fait, nous a rejoints dans ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Salomon a gardé sur Annecy un centre R&D et développe encore ses propres produits. Donc a encore un savoir-faire industriel important. Et lorsqu'on leur a présenté le projet avec Siemens et Zebra, ils nous ont dit immédiatement, écoutez, on vous suit, on investira au capital de la société qui portera ce projet. On vous détachera plusieurs de nos salariés, dont notamment le directeur industriel Hammersport. Donc, Hammersport, c'est la holding de tête du groupe Salomon. Et un ingénieur à mi-temps. Et on sécurisera votre carnet de commandes en prenant 50% des commandes sur les 4 premières années. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on a pu lancer le projet. C'est un projet quand même qui est majeur pour nous. Alors on ne voit pas les slides, mais qui représente 10 millions d'euros d'investissement. Donc on est une petite PME. 10 millions d'euros d'investissement, c'était un ticket majeur pour nous. Donc on a réalisé une levée de fonds. On a sécurisé plusieurs niveaux de dette, entre de la dette financière, du leasing, de la dette BPI, des subventions aussi. Donc on a réussi à faire un tour de table et en juillet 2020, on a posé la première pierre de l'usine, usine qu'on a inaugurée en septembre 2021. Alors je pense qu'on a accès aux slides, Julien. Désolé pour le contretemps. Et on va même pouvoir lancer la vidéo. Je pense juste passer les slides sur Chamatex passer les rapidement. Slides sur Chamatex. Alors. Voilà, du fil au produit, Chamatex Group. Hop. Nous n'avons plus d'images. Ça, c'est la vidéo. Ouais, ça, c'est la vidéo. On n'a pas l'image non plus. On va commencer par la vidéo. Voilà, donc ça présente. Voilà. On découpe des composants. Découpe laser et découpe cutter mécanique. Assemblage de la tige, on assemble en 2 dimensions l'ensemble des composants sur une tige de chaussure. Voilà, galbage avant et arrière. Et derrière assemblage, affichage de la semelle sur la tige. Voilà l'affichage. Pressage pour figer la colle. Et packaging.
Et on va pouvoir repasser à la présentation. Vous avez vu donc 3 années, 3 phases. Donc, comme j'ai dit, le projet lancé mi-2018 avec cette association entre Chamatex Group, groupe Zebra et Siemens. Ensuite, donc mi-2019, on a le go de Salomon, donc on lance toute la partie ingénierie du process. Mi-2020, on pose la première pierre. Et mi-2021, on annonce donc l'inauguration de l'usine et on lance la production. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Chamatex n'est pas totalement étranger au monde de la chaussure. On a développé depuis 2013 ce qu'on appelle une tige de chaussure. Donc la tige de la chaussure, c'est la partie supérieure de la chaussure. C'est une technologie qui est brevetée, qui s'appelle Matrix YX. 2016, on a commencé à commercialiser cette tige, donc qui est directement tissée sur métier et qui est derrière découpée par nos partenaires sous-traitants des marques, notamment en Asie du Sud-Est, pour en faire une tige. 2016, on a vendu 80 000 tiges de chaussures. 2020, on a vendu plus de 1,5 million avec pour premier client Puma. Toutes les chaussures notamment qui équipent nos footballeurs sont des tiges Matrix fabriquées en France mais assemblées en Asie. Donc c'est pour ça en fait que ce projet est devenu déterminant pour nous. Aujourd'hui, on tisse en Ardèche, on envoie nos tiges, nos rouleaux de textile en Asie du Sud-Est, on assemble en Asie du Sud-Est et on fait revenir les paires de chaussures en Europe principalement. Donc nous, notre projet, c'est d'aller plus loin, un step plus loin, donc directement assembler nos tiges sur des chaussures. Assembler la tige sur une semelle, en faire une chaussure et vendre à nos marques partenaires. Voilà, donc le process de production d'ASF 4.0 se décompose en plusieurs phases, donc vous les avez vus à la vidéo. Donc la première étape, c'est la découpe des composants. Donc si on parle un peu industrie 4.0, aujourd'hui on est intégré verticalement au niveau des logiciels. Donc on développe directement nos chaussures dans ce qu'on appelle un PLM. Toute la nomenclature est redescendue dans notre ERP. On approvisionne les différents composants à partir de notre ERP et on lance l'ordre de fabrication à partir de l'ERP. Donc l'ordre de fabrication descend directement dans ce qu'on appelle le MES, qui est en fait le logiciel de pilotage de l'usine qui a été développé par Siemens. L'ordre de fabrication est décomposé en 2 sous-ordres. Un ordre de découpe de composants. Donc on va découper l'ensemble des composants 48 heures avant le lancement de l'ordre d'assemblage. Donc ce qui nous permet de découper les composants, d'approvisionner un stock supermarché 48 heures à l'avance. Et quand on lance l'ordre de fabrication d'assemblage de la chaussure, l'ensemble des composants ont été approvisionnés et on les assemble sur des lignes automatisées. La première étape, c'est l'assemblage en 2 dimensions. Donc on a une tige qui est convoyée en 2 dimensions et on va y assembler grâce à un système d'aide à l'assemblage, d'aide visuelle de nos opérateurs à l'assemblage. On a quand même 2 personnes qui travaillent sur cette ligne. Donc visuellement, l'opérateur va être aidé pour assembler sur un plateau l'ensemble de la tige. Derrière, on presse à chaud, on presse à froid pour figer la colle. On fait tous les marquages sur cette ligne et on fait une dernière étape de découpage pour bien cutteriser les bords et qu'il n'y ait pas d'effilochage. Ensuite, on passe à une mise en forme 3D de la tige. Donc là, on va être plutôt sur des étapes de galbage, de mise en forme talon et l'avant de la chaussure. On passe aussi à une étape de strobel qui est une étape manuelle. Et on passe ensuite sur une étape d'assemblage tige-semelle qui là se fait sur une ligne automatisée avec une seule personne qui travaille dessus. On a un système automatisé de transmission de ce qu'on appelle un last. Donc c'est le faux pied, en fait, c'est la partie verte que vous voyez sur cette image là. Donc on stocke dans une tourelle qui fait 5 mètres de haut, plus de 500 lasts. Et le système de pilotage de semelle va transmettre à l'opérateur directement le last pour y mettre dessus la tige. Et ensuite, ce last va être convoyé sur la ligne. On va y ajouter une primaire d'accroche, de la colle. Ensuite, on a une opération qui est manuelle d'affichage. Donc, on va poser la semelle sur la tige. On presse et du coup, ça nous permet d'avoir une chaussure finie qui est prête à être packagée. Ce que j'ai
pas précisé, c'est que l'ensemble du process, on assure en fait la traçabilité sur l'ensemble du process grâce à une petite puce NFC qui est sur la languette. Donc voilà la montée en puissance de l'usine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 partenaires majeurs dans cette usine. Salomon, Millet, Babola. Donc Salomon, c'est le premier des partenaires et c'est la marque qui assurera la majorité des volumes. Millet et Babola nous ont rejoints dans un deuxième temps, sont aussi actionnaires de la société et aussi assureront une partie des commandes. À ces 3 partenaires, on a assuré quasiment l'ensemble des commandes sur les 2 premières années. Et l'objectif à partir de 2023, c'est d'ouvrir à d'autres marques l'usine. On a déjà une marque avec qui on a signé un partenariat, une marque majeure européenne. Et ce qui nous permettra, en fait, ce qui nous a permis de sécuriser notre carnet de commandes jusqu'à 2024-2025. On va produire, on a un objectif de production d'1 paire par minute. Donc c'est 1 paire par minute qui sort de la ligne, sachant qu'il y a plusieurs dizaines de paires qui sont convoyées sur la ligne en même temps. Et on devrait passer à 3 équipes à partir de 2022. On est en train de recruter la 2e équipe. La première équipe est déjà en place. On recrute la 2e équipe à partir de janvier. Et à partir de juin, on souhaite passer en 3 équipes. Et objectif 2024, c'est aussi d'avoir la possibilité d'avoir une équipe de week-end pour absorber les pics de production. On a un objectif de production d'environ 400 000 paires de chaussures à fin 2024. Donc aujourd'hui, à ce jour, donc on a une vingtaine de personnes. On a intégré un supply chain, la R&D, donc on a recruté un ingénieur, chef de projet spécialisé dans la chaussure qui nous vient d'une grande marque française. On a un atelier aussi de prototypage et un laboratoire de test, donc on est totalement intégré sur cette partie-là. Aujourd'hui, une marque est capable de venir chez ASF, y passer 2 jours et au bout des 2 jours, d'avoir un premier prototype de sa chaussure. On a des salles de réunion qui sont à proximité de l'atelier de prototypage. Donc tout est fait en direct, ce qui permet vraiment de donner un gain en termes de développement de chaussures qui est incroyable. Et je pense que c'est notre principale force par rapport à l'Asie. Aujourd'hui, je souhaite bon courage à tous ceux qui veulent se déplacer au Vietnam ou en Chine. Vous allez chez ASF, vous êtes capable de développer une chaussure plus rapidement. Nous, on vise un développement chaussure entre 12 à 18 mois, alors qu'en Chine, au Vietnam, on est plutôt sur 18-24 mois. Et on a l'objectif donc de recruter une 50aine de personnes. Donc les 50 personnes sont à mettre en relation avec les 300 personnes qui sont au Vietnam aujourd'hui pour produire à peu près la même quantité de chaussures. Donc voilà, donc c'est un projet de 10 millions d'euros, 8 millions d'euros pour l'exploitation. On a quasiment 5 millions d'euros d'investissement industriel. Nos partenaires industriels, c'est au premier chef Siemens, sur toute la partie MES, donc logiciel de supervision de l'usine. Deuxième partenaire Bosch, notamment les équipes de Rodez, Bosch Rodez Services. C'est des équipes d'ingénieurs qui sont spécialisées dans l'automatisation des lignes de production, à la base aussi spécialisées dans l'automobile et qui cherchent des axes de diversification. Second partenaire, c'est Desma. Desma, c'est un fabricant bien connu de machines spécialisées dans le footwear. Donc 5 millions d'investissements industriels, 3 millions de BFR pour lancer la production et 2 millions d'euros d'investissement dans le bâtiment. On a des actionnaires, Chamatex Group qui est actionnaire majoritaire, le groupe Zebra qui nous a accompagnés depuis le début, Salomon, Babola, Millet, qui sont 3 marques qui sont au capital, Cuir Invest qui est le fonds d'investissement de la Fédération de la chaussure, donc c'est un peu le bras armé de la Fédération de la chaussure dans tout ce qui est investissement, et RL Invest qui est un autre fonds d'investissement. On a été financé, comme je l'ai dit, par BPI, par nos banques, avec du crédit bail, c'est Siemens qui nous a octroyé une ligne de crédit bail assez importante, et par les pouvoirs publics, puisqu'on a eu quasiment 600 000 euros de subventions. Voilà. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup pour la présentation de ce projet collaboratif et emblématique. Donc l'usine a été inaugurée officiellement il y a une dizaine de jours. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour rapide, vous l'avez évoqué un petit peu, mais un retour rapide sur les actualités, là, les prochaines actualités de l'usine? Je pense que quand on a lancé le projet, la situation était un peu différente. On était avant Covid. Et le Covid a quand même changé
a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que vous êtes tous au courant, un conteneur qui vient d'Asie coûte entre 10 et 15 000 dollars. Il y a 2 ans, ça coûtait entre 500 et 1000 dollars. Donc on a un différentiel qui s'impacte quand même sur le prix. Donc l'usine qui était au départ, qui était déjà compétitive, devient encore plus compétitive avec ce différentiel. Les premières productions qu'on lance sont des productions Salomon pour un modèle qui devrait sortir en début d'année. Ces productions sont livrées dans l'Ain à 1h30 en poids lourd de notre usine. Donc on est vraiment à proximité des centres logistiques, à proximité du consommateur. Et je pense que les thématiques de relocalisation sont devenues de plus en plus importantes. Donc voilà ce qui fait qu'en fait notre projet qui au départ était, je pense, très pertinent, est devenu encore plus et a été mis sur le devant de la scène par beaucoup d'acteurs. Merci beaucoup. Et encore désolé pour la technique. Alors nous allons conclure cette partie retour d'expérience avec un dernier témoignage un petit peu différent puisqu'il s'agit d'une start-up, Textilia, qui a mis au point des outils digitaux en s'appuyant sur les dernières technologies d'intelligence artificielle pour proposer des solutions de lutte anti-contrefaçon, de catalogue intelligent, d'aide à la créativité. Et donc j'accueille Roby Dubu qui est chef de projet de Textilia et son partenaire Néovision. Bonjour à tous. Du coup, nous, on va vous présenter à notre échelle, en termes d'industrie 4.0, pourquoi on est porteur d'un projet chez Textilia dans le secteur du textile. Donc, on va suivre le plan que je vous présente ici. On va présenter Textilia et on va se présenter aussi pour que vous compreniez un peu plus qui nous sommes. On va vous présenter les enjeux et les problématiques de l'industrie textile qui sont concernés par notre projet. Mathieu, qui est ici, vous présentera un petit peu les technologies qui sont impliquées, notamment en termes d'intelligence artificielle et quelles applications on peut en tirer. Et puis, je terminerai par vous présenter plus globalement le projet Textilia avec les produits qu'on a développés. Et je terminerai par vous expliquer comment on s'est organisé dans ce projet d'Industrie 4.0 et ce qui fait qu'on pense qu'on aura une belle réussite sur ce projet-là. Donc tout d'abord, moi je m'appelle Roby Dubu, je suis chef de projet chez Textilia. Mathieu, ici présent, c'est responsable marketing de chez Néovision. Néovision qui est notre partenaire et prestataire en intelligence artificielle dans le projet. Textilia, pour en savoir un petit peu plus sur Textilia, c'est une entreprise, on est une société qui édite des solutions digitales à base d'intelligence artificielle pour le secteur du textile, pour les entreprises textiles, notamment les entreprises textiles à textile visuel, donc c'est-à-dire des textiles imprimés ou jacquard avec des motifs. On est moins concerné, en tout cas dans un premier temps, par des textiles unis. Textilia, c'est une entreprise donc, qui a été créée en 2020 par l'association Première Vision. Donc c'est une entreprise créée par des entrepreneurs au service des entreprises textiles. Mais le projet est né en 2017 lors d'un atelier innovation notamment piloté par Néovision. Lorsque Néovision nous a présenté les possibilités de l'IA qui seront également présentées ensuite, ça a fait écho au sein de l'association Première Vision pour répondre aux problématiques et aux enjeux du secteur textile et du futur. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans un projet, on a lancé le projet Textilia à leur côté. Concernant les enjeux et les problématiques qui nous ont concernés lors de la présentation de ces nouvelles technologies, tout d'abord, il faut savoir que les entreprises textiles françaises sont majoritairement des PME, TPE. Donc quand on parle d'industrie du futur, d'industrie 4.0, c'est quand même des projets assez conséquents avec des investissements conséquents et des possibilités que ne peuvent pas forcément s'offrir toutes les entreprises textiles françaises. C'est aussi des projets qui
qui sont liées à la stratégie des entreprises, dans le sens où on voit bien que le monde il est actuellement en train de se transformer, la digitalisation est de plus en plus présente dans tous les secteurs d'activité, et si on n'accompagne pas les entreprises textiles pour faire leur transformation digitale, elles seront moins compétentes et elles perdront leurs avantages concurrentiels par rapport à d'autres entreprises ailleurs dans le monde. En termes de problématiques dans les industries textiles, donc à textile visuel, on peut notamment noter trois thématiques. La première, c'est la lutte contre la contrefaçon. Le principal avantage concurrentiel des entreprises textiles françaises, c'est leur créativité. Et lorsqu'elles sont copiées, tout leur investissement en termes de créativité, de recherche de tendances, etc., tombe à l'eau et est directement volé par les contrefacteurs. Donc ça, c'était une problématique qui est cernée et qui est compliquée, notamment avec les technologies qu'on a développées, compliquées à régler. Et les deuxièmes autres thématiques, c'était donc d'aider les entreprises à faire leur transformation numérique par la digitalisation et la numérisation, et d'aider les entreprises à être plus efficaces dans la créativité et à traiter justement maintenant, en lien avec la présentation qui a été faite tout à l'heure, toutes les données qu'on va réussir à capter pour aider justement les entreprises là-dessus. Donc Mathieu va vous présenter les technologies qui sont mises en jeu, et je vous expliquerai ensuite comment on tente de les exploiter pour en faire un projet réussi. Ouais, ça fonctionne. Oui, donc transition parfaite. Roby parlait de données. Donc la donnée, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. Et du coup, on a beaucoup discuté avec les acteurs qui étaient impliqués dans le projet Textilia dès le début. Et on a été vite conscient en fait, des problématiques et des enjeux de toute la filière. Et du coup, on a fait rapidement un brainstorming, comment l'IA peut s'appliquer au secteur du textile. Et du coup, en fait, il y a tout un tas d'applications très concrètes qui peuvent s'avérer très utiles. On a la recherche visuelle, donc ça va permettre, via une photo, de retrouver un produit ou de faire du matching de produits, se rendre compte que ce produit correspond à un autre qui est dans une base de données. On a du contrôle qualité. On a vu tout à l'heure avec l'intervention des sociétés choltaises de fabrication que le contrôle qualité, c'est quelque chose de très important. L'intelligence artificielle a quelque chose à amener sur ce sujet. On peut faire du contrôle qualité et détecter des défauts, voire les classifier, donc définir quel type de défaut on a sur du tissu à base de capteurs optiques des plus classiques. On a aussi donc, des possibilités au niveau de la traçabilité, avec de la lecture automatique de numéros d'identification, par exemple. Ça, on a fait ça avec le centre technique du cuir, donc en lisant les gravures laser sur les peaux qui rentraient en tannerie. Donc après, c'est de la saisie automatique, donc les ID vont directement dans le RP. On peut faire de la création assistée. Aujourd'hui, on peut faire du transfert de style, par exemple. Donc, on voit un motif ou un style qui nous plaît, on peut l'adapter à notre propre style. Donc, c'est ce qu'on appelle de la génération automatisée. On a de la recommandation personnalisée, mais ça, je pense que tout le monde est au fait de cette technologie. On la retrouve sur toutes les plateformes de vente en ligne et même maintenant sur des plateformes de streaming. On peut également faire de la prédiction de vente, donc prédire des ventes à 36 heures, 48 heures, une semaine à l'avance, en se basant sur tout un historique passé. Et donc on va également prendre en compte des événements qui seront beaucoup plus ponctuels, par exemple des promotions d'un distributeur, la météo. Par exemple, on a fait ça pour Birkenstock. Forcément, quand il pleut, on vend un peu moins de claquettes. Et ça peut s'adapter à tout un tas de sociétés. Du coup, ça va améliorer la gestion des stocks, mais aussi l'ordonnancement de la planification industrielle pour la fabrication. Pour revenir sur la production, on peut aussi chercher à optimiser les paramètres de production, donc trouver la meilleure recette pour avoir la meilleure qualité de produit fini à la fin. Donc là, ça va être des problématiques de recherche opérationnelle, d'optimisation combinatoire. On peut faire aussi de la classification automatique. Donc ça, on a fait ça avec une start-up qui s'appelle Virtus, en fait, qui
fait de l'essayage virtuel via une cabine qui va prendre donc toutes les mesures du corps. Et en fait, ils avaient une problématique, c'était réussir à classifier les vêtements, savoir si c'est un short qui est dans un catalogue client, si c'est un short, si c'est un t-shirt, est-ce qu'il a manche longue, manche 3/4, plutôt moulant, plutôt large. Donc tout ça, en fait, on peut automatiser cette classification. Et enfin, au niveau logistique, on a vu que c'était quand même un sacré enjeu pour la filière. Il y a aussi des choses à aller chercher, tant au niveau de l'empaquetage, pour maximiser l'utilisation du volume utile, mais aussi au niveau des livraisons. On peut venir optimiser les tournées de livraison pour limiter le kilométrage et donc faire des économies substantielles. Voilà, donc quand nous, on a vu la possibilité de toutes ces nouvelles technologies, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans l'industrie du textile. À savoir que, donc, comme je l'ai dit, la société Textilia a été créée par l'association Première Vision. Donc le but, c'était vraiment de, grâce aux nouvelles technologies, utiliser ces nouvelles technologies pour accroître les avantages concurrentiels des entreprises textiles. Et donc ça rentre totalement dans le cadre du projet d'Industrie 4.0. Donc autour de nos 3 problématiques que je rappelle, qui étaient la lutte anti-contrefaçon, la digitalisation des entreprises textiles et l'aide à la créativité, on a imaginé 4 produits. Donc le premier produit, c'est celui qu'on appelle l'huissier numérique. Donc l'huissier numérique, il s'appuie sur plusieurs technologies, donc qui sont forcément digitales. Le problème avec les entreprises textiles, c'est qu'il y a des contraintes à protéger ces motifs et à lutter contre la contrefaçon, à réaliser une veille pour trouver des produits qui ressemblent aux nôtres, mais qui n'ont pas été achetés chez nous. Donc nous, on propose de récupérer directement les motifs, les dessins produits par les entreprises automatiquement et de les enregistrer donc, sur la blockchain. Il existe plusieurs solutions maintenant pour protéger un motif. On peut l'enregistrer à l'INPI, on peut demander un constat par huissier. Il y a une autre nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain, qui est une technologie digitale, qui est sécurisée, qui est complètement transparente. Et c'est sur laquelle nous, on s'appuie pour protéger les motifs. On arrive du coup à automatiser directement cette protection. Une fois que les motifs sont protégés, maintenant il faut pouvoir réaliser une veille pour savoir si on n'est pas copié, parce que c'est bien beau de se protéger, mais si on peut quand même être copié sans le savoir. Donc nous, on a développé justement avec Neovision un outil à base d'intelligence artificielle qui va scruter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Internet et les réseaux sociaux, qui va comparer les motifs que les entreprises ont déposés avec les motifs vus justement sur tous ces réseaux. Et en cas de similarité, ça va automatiquement prévenir l'entreprise d'une possible copie de contrefaçon. Ensuite, lorsqu'il y a un contentieux, là, il y a plusieurs solutions. On peut passer par la voie juridique, qui est la voie entre guillemets standard. On s'est rendu compte que cette voie juridique, elle avait beaucoup de contraintes pour les entreprises qui sont ciblées, notamment PME, TPE, car c'est des investissements en temps énormes, c'est des investissements également financiers. Et ça ne répond plus forcément aux besoins des entreprises. Donc on est en train de travailler actuellement avec des experts dans tous les domaines, que ce soit de l'innovation, que ce soit du juriste, que ce soit de la réputation Internet et réseaux sociaux, pour imaginer une offre où on s'aiderait d'une communauté textile impliquée dans la lutte contre la contrefaçon pour défendre les entreprises victimes de copies, ce qui permettrait d'atteindre rapidement des négociations à l'amiable. Donc ça, c'est pour notre outil d'huissier numérique. D'ailleurs, la protection des motifs est lancée à partir d'aujourd'hui. Notre outil nous a été livré par notre prestataire de protection des contrefaçons. Là, je pense que Mathieu, tu peux expliquer un petit peu les technologies qui sont en jeu pour faire de la détection automatique. Ouais. Alors en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de recherche visuelle. Ça va plutôt se baser là-dessus. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, rapidement, l'IA, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle plutôt d'apprentissage. L'apprentissage automatique, il y a 2 grandes phases. La phase d'apprentissage, donc, qui est la première. Là, on va sortir un petit peu du domaine textile. Par exemple, on veut faire un détecteur de chats. On va devoir créer une base de données avec plein de photos de chats. Et sur toutes ces photos, on va devoir dessiner par exemple un petit cadre et dire que dans ce cadre, il y a un chat. Donc on va mettre une étiquette, on annote. Une fois qu'on a cette base de données qui est annotée, on va la donner à un algorithme d'apprentissage. Cet algorithme, il va apprendre sur ces données, il va les observer. Il va apprendre, en regardant ces données, à quoi ressemble un chat. Il va extraire les caractéristiques d'un chat sur une photo.
Et du coup, ça va nous donner un algorithme qui sera paramétré sur ces données-là, ce qui nous donne donc le modèle. Et le modèle, c'est concrètement ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle. Donc à la fin de l'apprentissage, on a un modèle qui est ciblé sur les données spécifiques du projet. Ce modèle, derrière, on va l'intégrer, on va le déployer, et donc ça peut être dans un logiciel, dans une plateforme, le cas échéant, mais aussi dans une application mobile ou web. Et du coup, dès qu'on va lui donner une nouvelle donnée, donc là, la donnée, ça serait une photo, avec un chat ou non, le modèle va l'analyser et va nous donner en sortie une prédiction. Il y a un chat à 99% sûr, ou il n'y a pas de chat parce que on pense qu'il y a un chat à seulement 10%. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on va réussir à automatiser certains process. Et là, on l'a appliqué justement sur cette thématique de l'huissier numérique de détection de contrefaçon. En fait, on va apprendre à un algorithme à reconnaître des motifs. Par la suite, on va constituer une grande base de données des motifs donc, qui seront protégés, et on va avoir donc, une technologie qui va aller crawler le web, c'est-à-dire qu'il va aller observer le web, qui va extraire les images de différents sites web, de différents réseaux sociaux, et on va appliquer ce détecteur sur ces images-là. Et sur chaque image, on va voir en fait s'il y a un matching qui se fait avec la base de données de motifs protégés. Si correspondance il y a, forcément on va lancer une alerte, et après c'est au propriétaire du motif de décider en fait, de savoir si c'est une contrefaçon ou si c'est une correspondance qui est légale. Voilà un petit peu pour l'IA et cette application. Ouais, et ce qu'il faut savoir, le caractère innovant en fait, de cette solution, de la reconnaissance d'image, ça existe depuis 3-4 ans, c'est quelque chose qui est assez maîtrisé. Nous, dans le secteur du textile, le textile, c'est vraiment une matière qui se déforme avec des plis, etc. Et en fait, nous, justement, notre avantage, c'est de réussir à reconnaître le motif, même s'il est déformé sur une photo, s'il a des plis, etc. C'est là-dessus qu'on s'appuie pour faire la détection de contrefaçon. Ouais. Là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais en fait, justement, dans cette technologie, parce que les photos qu'on va trouver sur le web, admettons qu'il y a un copieur, on ne va pas avoir un zoom sur le motif défini, on va avoir le vêtement dans son entièreté, et en fait, la technologie va venir trouver la zone de l'image où on peut retrouver un motif bien défini, et du coup, c'est cette image zoomée qui va être comparée ensuite à la base de données de motifs protégés. Voilà, donc concernant les autres produits, je vais parler de la détection de tendance et l'assistant à la création. Notre outil d'huissier numérique et d'intelligence artificielle, il va parcourir le web 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il va pouvoir emmagasiner un nombre de données immense. Et ces données, on ne pouvait pas rester sans les traiter, car elles étaient exploitables grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi pleines de données et d'idées qui peuvent rendre service aux entreprises lors de leur phase de création. Donc autour de ça, on a développé deux nouveaux outils qui est la détection de tendance et l'assistant à la création. La détection de tendance, ça va être le traitement de ces données pour détecter des tendances émergentes ou suivre justement une tendance qui est existante, par exemple un imprimé fleuri. On va être capable, en fonction du nombre de ventes, en fonction des commentaires clients, en fonction de tout un nombre de données, de savoir si cette tendance, elle a le vent en poupe ou pas, et s'il il va être intéressant dans l'année à venir ou dans les 2 ans de créer encore ce genre de motif. Ça va donc être une information supplémentaire aux créatifs des entreprises. Et l'assistant intelligence, ça rejoint l'outil qu'a présenté Mathieu tout à l'heure. C'est s'aider de quelque chose d'existant. Ça peut être un texte, ça peut être un motif, ça peut être une inspiration, ça peut être plein de choses pour créer un nouveau motif. L'intelligence artificielle, elle va être capable de proposer au créateur une illustration à partir de ce que le créatif recherche, donc que ce soit des mots-clés, des images, etc. Ça va proposer quelque chose de nouveau, et ça va être un outil pour aider les personnes, les designers, à créer quelque chose de nouveau et en lien avec les attentes du marché. Juste pour compléter sur justement cet assistant à la création, sur les réseaux sociaux, on va avoir des motifs qui vont être associés à des tags. Sur Instagram par exemple. Et du coup, en fait, on va pouvoir voir, par exemple, si motif fleur ou robe à fleurs, on va avoir tout un tas de motifs qui vont permettre, en fait, à la suite, quand on va vouloir créer un nouveau motif, quand on va utiliser fleur, il va faire en fait une combinaison de tous ces motifs qu'on peut retrouver et faire de différentes propositions aux créateurs. Voilà, et enfin le catalogue intelligent, alors là c'est plus lié à la digitalisation directe des entreprises.
La plupart des entreprises textiles sont des entreprises avec des patrimoines assez importants sous forme d'archives, et généralement ces archives elles sont rangées dans des grands livres, et lorsqu'on veut aller traiter et s'inspirer de ces archives, c'est très compliqué de trouver vraiment le motif qui nous intéresse. Donc nous, on propose un service de numérisation de ces archives. On va aller chez les entreprises, on va digitaliser toutes leurs archives. Grâce à l'intelligence artificielle, on va caractériser ces archives pour pouvoir les rechercher facilement et avoir une base de données exploitable pour les entreprises. Et on va développer également des outils qui vont permettre de communiquer entre les archives, l'entreprise et les clients. C'est-à-dire que si un client il va voir l'entreprise en lui disant bah, « Regardez, j'ai vu ce motif lors d'un défilé » ou j'ai vu ce dessin ou cette tendance qui m'intéresse », on sera capable de rentrer ce que recherche le client dans cet outil, ou même les créateurs des entreprises. Et dans la base de données, on va faire une recherche et ça va nous ressortir directement ce qu'on a nous déjà en archive, donc ce qui est directement exploitable, ou ensuite on pourra utiliser également ces archives pour créer de nouveaux motifs et encore une fois être efficace sur notre créativité. Pour ajouter aussi quelque chose qui est d'intéressant, c'est qu'on voit que la recherche visuelle, ça peut être à la fois utilisé dans le cadre de l'huissier numérique pour détecter les contrefaçons. En fait, la même technologie va trouver une autre application, par exemple dans le catalogue intelligent, on va pouvoir faire une recherche par l'image. J'aimerais retrouver un motif proche d'un motif qui m'a plu lors d'un défilé, par exemple, et ben, je vais pouvoir utiliser l'image que j'ai prise, par exemple ma photo, pour aller trouver des motifs qui vont être similaires. Donc en fait, c'est une même technologie qui peut avoir des applications différentes, et tout l'enjeu est là aussi, c'est de trouver comment appliquer de manière intelligente des technologies existantes. Et ce que je mets en tant que déploiement marketing dans le catalogue intelligent, c'est le fait de ne pas refaire à chaque fois de la saisie lorsque les entreprises veulent aller se positionner sur des marketplaces. Actuellement, lorsqu'on veut aller positionner par exemple sur la marketplace Première Vision un produit, il va falloir rentrer l'image, rentrer à la main si c'est un jacquard, rentrer la catégorie, donc des fleurs, de la couleur, etc. Là, le but c'est de tout mettre dans un outil et de pouvoir téléverser automatiquement nos produits sur des marketplaces pour gagner en visibilité et générer du contact avec nos clients. Voilà, donc ça, c'est tous les produits qu'on a imaginés pour l'instant. Il y en a pas mal qui sont en cours de développement. Il n'y a rien qui est vraiment figé parce qu'on s'inspire justement de tous les retours des entreprises qu'on a sur ce projet-là. Et c'est ce que je veux présenter maintenant, c'est comment en fait on fait pour développer un projet digital et un projet d'industrie 4.0. Bah, tout d'abord, il faut veiller sur toutes les nouvelles technologies qui apparaissent. Le but de l'industrie 4.0, c'est vraiment de s'inspirer des nouvelles technologies pour répondre à des problématiques actuelles et développer nos avantages concurrentiels. Donc la veille est très importante. Une fois qu'on a identifié un sujet qui nous paraît intéressant, on se structure. C'est ce qu'on a fait nous au sein de l'association Première Vision, où on a créé une société pour gérer ce projet. On s'entoure de partenaires parce que ça c'est la chose la plus importante. Nous, on a la chance chez Textilia d'avoir un panel de partenaires divers et importants. On travaille donc avec Neovision et avec d'autres entreprises technologiques expertes dans leur domaine pour ce qui est du développement. On est aussi conseillé quotidiennement par des entreprises pilotes textiles, donc notamment le groupe de Vaud qui était là tout à l'heure. Il y a aussi l'entreprise Dutel SA qui nous accompagne, les tissages de Charlieu. Donc tous ces conseils, ils sont hyper intéressants et obligatoires si on veut aller dans la bonne direction et répondre aux vrais besoins des entreprises. Et on a également des partenariats forts avec la région et la BPI. On a obtenu un financement pour ce projet de l'ordre d'1,5 million pour son développement avec la région et la BPI. Et le but aussi, c'est de s'impliquer, c'est à chaque fois relancer les partenaires et chercher à développer le produit, en parler, de se faire connaître pour emmener du monde avec soi et faire du projet une réussite. Donc voilà, pour la présentation, c'est tout ce qu'on avait à dire. Merci. S'il y a des questions, merci beaucoup à tous les deux. Je pense que c'est passionnant de voir comment l'intelligence artificielle se met au service de la filière textile et devient un outil clé. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous nous avez présenté. Donc, merci beaucoup.